Donc, je suis ravi de vous accueillir tous pour cette session qui est une session sur Foster the involvement of the judiciary for the effective enforcement in MPAs. Donc, promouvoir l'engagement du système judiciaire pour une mise en œuvre efficace des réglementations dans les AMP. Je suis donc le modérateur de cette session. Mon nom est Pierre Vigne. Je travaille pour le secrétariat du réseau MEDPAN, le réseau des gestionnaires d'aires marines protégées, et je suis assisté par Claudia Chana du VVF, qui est aussi donc l'un des co-organisateurs de ce forum. Et puis nous sommes également assistés de l'aide technique de ma collègue Magali Mabari, qui sera plus particulièrement en charge de gérer les prises de parole des participants qui sont en ligne. Alors, pour ceux qui ont assisté ce matin à la plénière d'ouverture, je ne vais pas repasser évidemment sur l'ensemble des slides qui vous ont été montrés sur la situation actuelle du système des AMP en Méditerranée. Mais pour que tout le monde soit quand même au démarrage de cette session sur un niveau de compréhension qui soit à peu près identique, je rappelle que les données relevées dans le cadre du dernier statut des aires marines protégées qui sera prochainement publié par MEDPAN et le CAR ASP et de la base de données MAPAMED, eh bien aujourd'hui, les aires marines protégées en Méditerranée représentent 1187, si ma mémoire est bonne, ou 1087 AMP, couvrant une totalité de 8,33% de la Méditerranée, ce qui, en vis-à-vis de l'objectif qui était affiché d'Aichi, de couvrir 10%, est finalement pas si loin que ça. Mais si on regarde d'un peu plus près, les disparités, ça a déjà été souligné ce matin, vous le savez, sont très profondes. 97% des AMP en Méditerranée se situent dans les eaux européennes. Puis quand on considère celles qui bénéficient d'une protection forte, stricte, et dont on sait qu'elles sont particulièrement importantes pour produire des bénéfices écologiques tangibles, eh bien, elles ne représentent qu'une part très, très faible, 0,04% de la surface de la Méditerranée. Et puis, vous voyez, c'est rappelé ici que ce qu'on appelle AMP, c'est un empilement, un millefeuille de désignations différentes, ici simplifiées, entre désignations nationales, les AMP qui sont désignées, décrétées au niveau de l'État, mais qui recoupent, comme vous le voyez, au niveau de la Méditerranée et des 20 pays méditerranéens, 75 types de désignations. Parcs nationaux, parcs régionaux, réserves marines, tout ce que vous pouvez imaginer. Des AMP, disons, régionales, c'est le cas, par exemple, des sites Natura 2000 en mer. Des AMP de statut international, c'est le cas de l'accord Pélagos, qui, comme vous le savez, avec 87 000 km², pèse lourd dans cette comptabilité. Et puis le label SPAMI de la Convention de Barcelone. On relève dans ce statut également un certain nombre d'informations au-delà de la couverture sur des aspects plus qualitatifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la target, dans la cible d'Aichi, il y a les 10%, mais il y a aussi des AMP bien gérés, dotés de moyens pour réaliser leurs objectifs. Alors là, je ne vais pas vous passer en revue l'ensemble des charts, des camemberts du statut, mais juste ceux qui sont dans un rapport plus direct avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui et qui montrent ici la perception des gestionnaires. Là, ce sont des réponses à préciser qui ont été relevées auprès de 152 gestionnaires qui ne sont que des gestionnaires d'AMP de statut nationaux. Donc, à la question « Est-ce que votre AMP dispose de réglementation appropriée ?» Eh bien, vous voyez, alors on a produit 2 camemberts parce que c'est quand même intéressant de regarder la variation des réponses si on considère ces 152 réponses rapportées au nombre donc, de personnes qui ont répondu ou si on les considère relativement à la surface que représentent les AMP qui ont répondu. Quand on voit que dans les 2 cas, et d'une façon plus évidente, dans le cas où on rapporte à la surface, eh bien, les AMP considèrent quand même pour une part assez importante que les réglementations dont elles disposent ne sont pas adaptées ou sont insuffisantes. Ce qui explique que quand c'est rapporté à la surface, cette proportion augmente et probablement qu'il y a des réglementations sans doute plus adaptées dans de petites AMP que dans des grandes. Il ne faut pas oublier que dans ces désignations nationales est pris en compte, par exemple, le corridor pour les cétacés qui a été décrété par l'Espagne il y a 2 ans, je crois maintenant, et qui pèse donc lourd forcément quand il donne une réponse.
Une deuxième question qui est forcément, quand on veut éclairer un petit peu le contexte de cette session, est intéressante, est celle de la surveillance. Donc, est-ce que les AMP sont surveillés de façon correcte? Eh bien, là aussi, on voit notamment dans le cas où on considère la surface d'AMP qui ont répondu que la surveillance est un des points faibles et l'une des préoccupations qui est remontée régulièrement par beaucoup de gestionnaires d'AMP. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur des problématiques de réglementation, de mise en œuvre réglementaire. J'ai débarqué dans ce sujet en arrivant à Medpan il y a une dizaine d'années. Le premier atelier d'échange d'expériences qu'on organisait était cette année-là sur le thème de la surveillance et de la mise en œuvre des réglementations dans les AMP. Il en est sorti de très nombreuses recommandations et un guide qui donc contient un ensemble de recommandations pratiques autour du besoin d'améliorer le soutien politique, de développer des réglementations appropriées, d'essayer de favoriser une conformité volontaire, le rôle de la communication, de l'information, les stratégies de patrouille conjointe, la réflexion sur les stratégies de sanctions pour qu'elles soient suffisamment dissuasives, la problématique toujours récurrente aussi des AMP qui malheureusement ne disposent pas d'agents commissionnés, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre elles, n'ayant pas des agents capables sur le terrain, lors des patrouilles, de répondre aux infractions qu'ils constatent. Et notamment, et là on rentre dans le cœur du sujet de notre session, eh bien, des recommandations qui insistaient sur le rôle clé que peuvent avoir, comme on le verra un peu après dans la présentation, les procureurs dans la mise en œuvre et la coordination de stratégies pénales efficaces qui permettent d'apporter une réponse efficace en termes de mise en œuvre réglementaire dans les AMP et de surveillance. Du point de vue des gestionnaires, et là j'affiche ça ici parce que dans les conclusions des nombreux ateliers sur d'autres thématiques où cette question s'invite toujours, les facteurs limitants principaux du point de vue des gestionnaires à l'implication des procureurs sont que, oui, les parquets n'ont pas toujours pour principale priorité de répondre aux infractions environnementales. Ce n'est pas toujours leur priorité. Ils ont à gérer du crime, des trafics de drogue, d'armes. Il y a parfois aussi peut-être une connaissance insuffisante de ce que sont finalement les AMP et parfois même de la législation environnementale. Et puis, il y a le problème du turnover. Les procureurs passent, sont remplacés. Donc, réussir à engager une relation et à la continuer dans le temps reste un challenge pour les parquets et pour les AMP aussi, parce que là aussi, un directeur d'AMP change. Donc, la continuité de la relation entre les interlocuteurs reste aussi un des grands enjeux. Alors, ça vous a été dit ce matin, cette session, comme toutes les autres sessions de discussion, on souhaite les orienter dans un lien direct, le plus direct possible, avec la feuille de route des AMP, dont vous savez que ce forum est l'occasion collectivement de la finaliser. Cette feuille de route, c'est le produit déjà d'un processus très long, démarré il y a longtemps, avec des consultations auxquelles beaucoup d'entre vous ont contribué, et dont sont ressortis un certain nombre de recommandations placées sous des objectifs stratégiques. L'un des grands objectifs stratégiques de la feuille de route, c'est ce chapeau, l'objectif stratégique numéro 2, strengthen national legislation and ensure effective enforcement mechanism to produce better outcomes for MPAs. En dessous duquel on a identifié principalement la recommandation 2.4, qui est sur le renforcement de la capacité du système judiciaire et des autorités et services de contrôle pour améliorer leur connaissance des AMP et des réglementations qui leur sont associées et leur capacité à mettre en œuvre la réglementation. Et de façon un peu plus indirecte, peut-être qu'on retrouvera aussi cette recommandation 2.5 à laquelle les discussions pourront contribuer, qui concerne le besoin d'une coordination des mécanismes de mise en œuvre, donc des différentes autorités de contrôle, et le besoin que je rappelais tout à l'heure aussi d'essayer d'avancer quand même aussi sur le terrain, de donner aux gardes dans les AMP un certain nombre de prérogatives qui leur permettent légalement de répondre aussi aux infractions. Ce qui est nouveau, je le disais, on a souvent abordé ce sujet dans beaucoup d'ateliers.
mais où je suis très heureux aujourd'hui, c'est qu'on l'aborde, mais de façon différente. On l'aborde de façon différente parce qu'on a avec nous eh bien, les acteurs qu'on nomme et qu'on pointe dans cette recommandation. On a plusieurs procureurs qui sont avec nous aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je vous montrais à l'écran quelle était la perception des gestionnaires sur le rôle clé des procureurs et sur aussi les facteurs qui peuvent limiter leur engagement. Et bien là, aujourd'hui, on a l'occasion de faire un pas quand même supplémentaire et on l'espère un pas qui va nous permettre de préciser cette recommandation de la roadmap dans un sens très opérationnel, c'est-à-dire collectivement d'essayer d'identifier quelques éléments sur lesquels on va s'appuyer pour répondre à la question, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que cette recommandation, elle la rende opérationnelle? Que demain, en sortant, ou après-demain, on sera peut-être fatigué demain, mais en sortant de ce forum, eh bien, on puisse avoir un certain nombre de directions à prendre ensemble collectivement, communauté des AMP et procureurs, pour avancer. Donc, je vais, sans ajouter beaucoup plus que ça, donner la parole pour une présentation d'une quinzaine de minutes à Michel Sastre et François-Xavier Temple. Michel Sastre est donc procureur de la République au parquet de Marseille, et Michel Sastre donc, et François-Xavier Temple donc l'assiste dans sa position donc de je ne me rappelle jamais François-Xavier, je t'ai demandé tout à l'heure, d'assistant spécialisé vétérinaire, et qui vont nous donc faire un retour d'expérience sur l'action coordonnée sous l'autorité du procureur de la République au parquet de Marseille depuis la création du parc national des Calanques, avec un certain nombre de succès et qui est poursuivi dans le temps. Et on s'appuiera donc sur cette présentation pour partager un certain nombre de questions avec vous et donc avec un panel. On est ravis d'avoir avec nous M. Robert Gély, qui est donc secrétaire d'État à la justice à Monaco et qui a été initiateur d'un réseau méditerranéen de procureurs. D'avoir avec nous Matteo De Micheli, qui est également procureur de la République auprès du parquet de Torre Annunziata en Italie. D'avoir avec nous Valerio Bagattini, italien également, auprès donc du parquet d'Oristano en Sardaigne. Et donc, on retrouvera bien sûr dans le panel également Michel Sastre et François-Xavier Temple. Donc, je vous laisse la parole, Michel et François-Xavier. Merci. On va vous présenter le parc national de Calanques et le fonctionnement et le rôle de la justice. Quelques mots très rapidement. Le parc national des Calanques, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un joyau maritime, terrestre aussi, un parc national donc avec toutes ses richesses, aux portes d'une cité, d'une grande ville qu'est Marseille. Bon, pour nous, on a donc un territoire sur lequel, en tant que parquetier, on est compétent. On a des règles de droit commun qui s'y appliquent, mais aussi des règles spécifiques au parc. On a des sanctions pénales pour ces règles. Et donc, on a organisé avec tous les acteurs qui interviennent sur ce parc, police générale, enfin police, gendarmerie, police et police spécialisée de l'environnement, on a organisé une coordination que l'on va vous présenter avec ensuite les réponses pénales que l'on peut apporter et la fonction de ces réponses pénales. François-Xavier, je vais peut-être te laisser présenter plus en détail. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, personnellement, je suis assistant spécialisé vétérinaire. Donc, je travaille au parquet de Marseille, mais aussi à l'instruction, auprès des magistrats, dans ce qu'on appelle le pôle santé publique et environnement. Donc, je vais vous présenter en quelques mots ce que c'est que le parc national des Calanques, les enjeux et ce qui ont défini derrière après une politique pénale par le procureur pour justement asseoir de meilleurs contrôles et un suivi de ces contrôles par les sanctions pénales derrière. Alors, le parc des Calanques, pour vous situer, donc je ne sais pas si ma flèche elle marche. Voilà. Voici la côte donc, méditerranéenne française. Et vous avez ici, au niveau de Marseille, ce petit donc, rectangle qui se trouve dans le parc national des Calanques. Donc, vous voyez qu'en volume, ce n'est pas forcément grand,
mais peut-être qu'en qualité, vous allez voir qu'il y a pas mal de résultats intéressants, notamment en termes de protection de la biodiversité. Alors, pour vous résumer un petit peu, ce parc national il a été créé donc en 2012, donc ça fait à peu près 8-9 ans. Et dès la création du parc, au vu des enjeux que je vais vous décrire tout à l'heure, le procureur s'est associé au directeur pour justement définir une politique pénale, pour asseoir, si vous voulez, une liste de qualifications, une liste d'infractions qui pourrait être donc à ce moment-là extrêmement forte et qu'on devrait absolument suivre. Vous allez savoir pourquoi. Tout d'abord parce qu'on est au sujet d'une ville qui s'appelle Marseille. Marseille est la deuxième ville de France et le parc des Calanques s'assoit en partie sur la ville de Marseille. C'est-à-dire 2/3 du territoire du parc des Calanques est dans la ville de Marseille. Il fait partie de la communauté de la ville de Marseille. Donc c'est un enjeu extrêmement fort puisqu'on est le premier parc périurbain en Europe, à la fois terrestre, maritime et périurbain. Hein, c'est un peu la différence de la plupart d'autres parcs qui sont soit terrestres, soit montagneux, soit que mer. Nous, à la fois, les Calanques, donc c'est ça, à la fois, ce sont 3 enjeux-là. Pour revenir un petit peu sur le parc, vous voyez un peu la superficie. Vous avez ici le territoire, donc le parc terrestre, avec en vert le cœur de parc. Donc là, on s'applique une réglementation de droit spécifique. Et vous avez ici le cœur marin, le parc marin, avec le cœur marin qui se trouve ici en bleu marine. Et c'est dans ce parc marin, donc ce qu'on appelle le territoire marin, c'est ce qu'on appelle l'aire marine protégée, puisqu'on est en mer. Le parc fait à la fois terre et mer, mais là, on fait partie de la mer aujourd'hui. Et dans ce parc national, sont déjà délimités par le décret de création déjà 7 zones de non-prélèvement où il n'y a aucune action de pêche réglementaire possible. Et vous voyez qu'au niveau de la surface, ce n'est pas forcément extrêmement élevé, puisqu'on n'a que 7 zones de protection, zones de non-prélèvement, qui représentent à peu près par rapport à la surface totale du parc que 10%. Donc 10% sont en zone de protection forte. Par contre, ces 10% ramenés à la surface des AMP en France, au territoire méditerranéen, c'est quand même plus de 50% des zones de non-prélèvement françaises méditerranéennes sont dans le parc. Donc, vous voyez, c'est quand même un enjeu extrêmement fort. Donc, je vous disais que le parc a été créé donc en 2012 et c'est une entité à la fois géographique, culturelle et administrative. Il y a une gouvernance, donc vous avez vu, il y a un périmètre qui est défini par décret. Il y a aussi une gouvernance avec donc un conseil d'administration, un conseil économique et social, un conseil technique et puis donc un président. Et je remercie la présence ici de M. Nicolas Chardin, qui est le directeur adjoint du parc des Calanques, avec qui on travaille régulièrement. Donc, il peut témoigner aussi de ce qu'on dit, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Donc, il est vraiment aussi un témoin aujourd'hui. Donc, je disais, donc, ce parc, il est extrêmement, je vais plus le retrouver, voilà, extrêmement important pour nous, pour justement un certain nombre de challenges. Tout d'abord, ce sont des challenges en termes de biodiversité, que ce soit en terre, mais surtout en mer. Vous avez ce qu'on appelle des hotspots, des hauts lieux de biodiversité qu'il faut absolument qu'on protège. Alors, il y a des réglementations, mais aussi derrière, il faut mettre du judiciaire, du contrôle. Parce que vous allez voir qu'auprès d'une ville, il y a beaucoup de chasseurs, de pêcheurs, une activité touristique forte. Et à ce moment-là, il peut y avoir un impact extrêmement fort de l'homme sur l'environnement. Donc, tout d'abord, au sport de biodiversité, un certain nombre d'espèces végétales ou animales sont protégées. Certaines sont emblématiques, certaines sont rares. Par exemple, on a les herbiers de Posidonie que vous connaissez en Méditerranée. Ici, on en a pas mal, il faut les protéger. Vous avez donc des mérous qui sont ce type de gros poissons là, qui sont solitaires, qui sont faciles à pêcher. Et donc, il nous est important de les protéger, d'autant plus qu'il y a un moratoire en France, Méditerranée, sur les corbes et sur les mérous. Vous avez pas mal aussi d'espèces protégées, mais terrestres cette fois-ci, par exemple l'aigle de Bonelli, des espèces végétales aussi, mais je passe. Et puis, vous avez aussi d'autres types de challenges, puisque, outre les espèces protégées et la biodiversité, on a ici, c'est vrai, dans ce parc des Calanques, pendant des années, c'était une relégation d'industrie lourde de Marseille. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On a des friches industrielles avec un passé qui est derrière, mais il a fallu construire un parc national là-dessus.
Donc, vous voyez, il y a des antécédents. Et donc, le pouvoir judiciaire sert aussi, vous voyez tout à l'heure, pour aider aussi à avancer. C'est une zone aussi à risque incendie, puisque le parc des Calanques, au niveau terrestre, fait partie donc d'une zone méditerranéenne à fort risque, notamment à cause du Mistral, à cause justement des plantations, donc des sortes de pinèdes. Et donc, s'il faut le protéger, déjà, un certain nombre d'incendies ont eu lieu. Et donc, c'est des incendies ravageurs. Autre point important, je ne m'en sors pas avec ça. Voilà, autre point important, c'est l'échange économique, puisque outre le fait que c'est un endroit magnifique, il y a des falaises, il y a des calanques, il y a des paysages extraordinaires, il y a une faune et une flore existantes importantes, emblématiques. Il y a aussi des enjeux humains extrêmement forts. On a une pression d'activité humaine extrêmement forte. Et c'est ce qui fait un peu les enjeux, le challenge de ce parc national des Calanques en termes de gestion et en termes de contrôle. Énormément de tourisme. Le parc des Calanques est connu depuis des années et depuis 2-3 ans, il y a une augmentation en puissance du nombre, ce qu'on appelle l'hyperfréquentation de personnes qui viennent visiter. Je crois que c'est autour d'entre 2 à 3 millions par an de personnes qui viennent dans ce parc. Et ce parc, vous avez vu, n'est pas forcément extrêmement grand et la partie terrestre est toute petite. Donc, les enjeux sont forts. Aussi, enjeu en termes de pêche, puisque ce territoire de protégé, historiquement, c'était aussi une zone de pêche, de pêcheurs. Donc, il a fallu aussi réguler la pêche, réguler aussi la chasse. Aussi, en termes d'activité humaine, il y a pas mal aussi ce qu'on appelle des bateliers, des visiteurs, tout ce qui est en lien avec le tourisme des Calanques, aussi un impact extrêmement fort. Vous voyez, ces gros bateaux et des centaines de personnes à bord qui viennent visiter les Calanques avec la lumière, la musique, etc. Donc, il faut réguler aussi tout cet impact-là sur la faune et sur la flore. Et puis, des enjeux sociétaux, comme on l'a vu, l'agglomération, la communauté urbaine de Marseille fait à peu près 1,8 million d'habitants, donc aux portes de ce parc. Donc, la pression est extrêmement forte. Il n'y a pas forcément que des gens qui aiment l'environnement qui vont dans ce parc. Le parc est devenu aussi le terrain de jeu des Marseillais. Et donc, avec tout ce qui peut suivre avec, en termes de conséquences. Donc, voilà un petit peu pour résumer les enjeux. Et donc, dès le début du parc, en 2012, donc, le parquet de Marseille, spécialisé en environnement, et le procureur a souhaité mettre en place, en lien avec la direction donc, du parc, c'est vraiment une équipe qui est soudée, de mettre en place ce qu'on appelle le GOC, le groupe opérationnel Calanques. Alors, groupe opérationnel Calanques, c'est quoi? C'est une instance de coordination entre les autorités donc, judiciaires, le parquet de Marseille, et les autorités de contrôle, celles qui vont œuvrer dans le parc. Parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a un millefeuille non seulement réglementaire, mais un millefeuille d'acteurs de terrain. Il n'y a pas un seul inspecteur, il n'y a pas que les gardes-côtes et il n'y a pas que, vous allez voir, une multitude d'acteurs qui vont intervenir dans les contrôles. Et donc, il faut, autour d'une table, faire d'abord un état des lieux. Alors, qui fait quoi dans ce parc naturel, ce parc national? Et puis, en fonction de ces activités-là, que le procureur donne aussi un peu sa politique pénale, ses priorités, vers quoi on veut aller. Et donc, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle le GOC. Vous verrez tout à l'heure ce schéma qui est extrêmement important. Je vais vous le résumer tout de suite, on reviendra dessus après. Mais vous voyez, le GOC, c'est quoi? Ce sont 2 réunions donc, annuelles donc, au parquet de Marseille qui réunit donc, le procureur et puis la plupart des acteurs donc, pour l'environnement dans ce secteur, dans ce parc national, avec à côté évidemment la direction du parc des Calanques et son service de police. Et le but est de savoir donc qui fait quoi et on va coordonner les différentes forces de police de contrôle. Donc je vous dirai donc après qui intervient, mais voilà. Donc, et puis, non seulement il y a tout un nombre de personnes qui vont intervenir, mais on a aussi à faire un certain nombre de réglementations, ce qu'on appelle un peu le millefeuille réglementaire aussi. Et vous voyez, il y a à peu près, pour résumer, il y a 4 couches de réglementation.
pour ce parc national. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le code environnement, donc c'est le code national, qui définit donc la plupart, donc il définit donc la loi entre guillemets, et la plupart des sanctions pénales. Il est interdit d'eux, ou voilà, c'est sanctionné de telle amende, etc. Deuxième type de réglementation, c'est la réglementation du parc, donc le décret de création du parc du 24 avril 2012, et qui va définir de façon plus précise à ce moment-là le périmètre, qui c'est qui intervient, la plupart de la régulation du parc et voilà, la plupart du périmètre, de l'argumentation qui intervient, etc. Et puis, vous avez une charte en dessous du parc, donc infraréglementaire, qui lui va expliciter de façon plus précise le décret en termes de recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le parc? Je vous résume rapidement. Et enfin, le dernier couche réglementaire, c'est plutôt les actes du parc. Ce sont les décisions du directeur du parc, style la liste des bateliers autorisés dans le parc, la liste des pêcheurs pouvant pêcher dans le parc, etc. Donc, de façon plus fine. Par contre, les sanctions sont toutes légiférées au niveau du code environnement. Alors, très concrètement, ces réunions réunissent donc les services d'enquête, les services du parc national, et à cette occasion, on échange des informations. Quel type d'infractions ont constaté les services sur place, sur le terrain, et au niveau scientifique, les évolutions. Donc, c'est à partir de ces informations qu'on récupère au niveau des parquets qu'on va définir ce qu'on appelle une politique pénale. C'est-à-dire, en France, c'est le procureur qui va décider les priorités de politique pénale. Nous allons privilégier telle ou telle infraction. Mettez vos services sur ces infractions. Nous voulons avoir des procès-verbaux et nous les poursuivons avec nos différents modes de poursuite. Donc voilà, on définit les objectifs. Et en fin de saison, on fait un point sur ces objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce qu'ils n'ont pas été atteints? L'évolution de la délinquance. Et voilà, c'est un dialogue permanent. Et sans ce dialogue, on ne pourrait pas établir une politique pénale parce que c'est très spécifique, c'est aussi scientifique. Je sais qu'un procureur à l'audience en France, il doit convaincre les juges du siège. Et pour convaincre les juges du siège, il ne parlera pas uniquement de droit. Il démontrera la caractérisation de l'infraction pénale, mais également, il doit apporter des arguments scientifiques, objectifs, qui vont au-delà de ses propres convictions, parce qu'on a tous des convictions environnementales, et ces arguments scientifiques et économiques, parce qu'on vous explique que finalement, nous, à Marseille, ce parc national de Calanque, il a une valeur économique considérable. C'est un lieu d'attractivité, c'est pour les balades, pour les pêcheurs particuliers, pour les pêcheurs professionnels. Donc, il faut qu'ils en tirent un intérêt. Donc, voilà, c'est un travail d'équipe et c'est ce qui fait que tout le monde a une motivation parce que tout le monde participe finalement de l'élaboration de cette politique pénale et c'est le procureur qui au final, la décide. Oui, et donc dans ce millefeuille réglementaire, vous pouvez voir, bon là c'est juste un résumé, mais ça va, c'est extrêmement complexe en fait. Je vous ai listé ici rapidement quelques, les principales réglementations, enfin, les principales interdictions, mais voyez, la plupart, c'est pas la pêche, donc voilà, c'est les zones de prélèvement, c'est les déchets, bon, etc. Je passe, c'est peut-être pas le but d'aujourd'hui. Sachez que comme tous les parcs nationaux, réglementation qui est forte, par contre, il faut l'appliquer. C'est bien de l'écrire, mais il faut l'appliquer. Et puis, on partait du postulat, nous, au niveau du parquet, que le parc national, c'est un territoire de liberté, c'est un parc de libre accès à tout le monde, mais un territoire réglementé. Donc, il faut absolument, si c'est réglementé, il faut qu'on applique la réglementation. Et qui applique la réglementation, il faut que derrière nous, les procureurs, poursuivent les sanctions, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, donc en fait, on s'est aperçu que quand on a fait l'état initial du parc et de savoir qui travaille dans le parc en termes de contrôle, on s'est aperçu qu'on était sur un millefeuille administratif aussi. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont œuvrer dans les contrôles, des personnes assermentées. Donc il n'y a pas que des agents du parc, il y a un certain nombre d'autres personnes qui vont intervenir. Alors, je prends par exemple, les gens du parc national des Calanques, évidemment, ce sont des inspecteurs de l'environnement, donc des agents assermentés commissionnés au titre du Code de l'environnement français. Vous avez aussi au niveau terrestre l'Office national de la forêt. Au niveau terrestre, l'Office français de biodiversité, le plus souvent terrestre, peuvent intervenir aussi en mer. Et puis, des administrations aussi qui interviennent, comme l'administration départementale des affaires maritimes,
l'administration interrégionale aussi de la mer, de la Méditerranée. Vous avez la direction régionale de l'environnement. Tout ceci sont des agents assermentés qui peuvent travailler et œuvrer dans le contrôle du parc. Vous avez aussi des services de police plus généraux, comme tu disais, Michel, de police donc nationale, et aussi des polices municipales. Il y a 3 communes sur le territoire du parc des Calanques, Marseille, mais il y a aussi la ville de Cassis et la ville de La Ciotat. Chacune a sa police municipale. Chacune peut intervenir à leur niveau aussi. Vous avez aussi ce qu'on appelle la gendarmerie maritime, notamment la brigade de surveillance du littoral. Plus vite? Oui, d'accord. Bon, donc, et puis les gardes-côtes, et puis la marine, etc. Et puis tout un tas de services autres, comme la brigade de gendarmerie de surveillance de survol, les gardes républicaines, etc. Donc, vous voyez tout un tas de services de contrôle qu'il faut mettre autour d'une table et puis savoir donc qui fait quoi, comment on va travailler avec eux, et puis que ce ne soit pas non plus un peu n'importe quoi. Donc, il faut mettre un peu un ordre de marche, mettre en musique un peu tous ces corps de service autour d'une table et afficher un petit peu les priorités. Voilà, voilà le schéma un peu de résumé de ce qu'on appelle donc la coordination judiciaire au niveau des calanques. Donc, ce sont des réunions 2 fois par an. Voici le service qu'on va coordonner autour d'une table. Et puis, comme disait Michel Sastre, c'est un peu aussi les aspects juridiques, des aspects judiciaires, des aspects de dossier. Il y a aussi des qualifications pénales qui ne sont pas évidentes à mettre en place sur le terrain. Donc, on essaie d'apporter des réponses aussi, des réponses de type de jurisprudence aux inspecteurs de l'environnement, parce que parfois, ce n'est pas facile de mettre en application le code de l'environnement. Et puis, donc, on a listé aussi, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, un certain nombre d'infractions qu'on estimait prioritaires. J'ai pris ici l'exemple de la pêche, un certain nombre de qualifications pénales listées dans le Code de l'environnement et pour lequel d'ailleurs on appelle une politique pénale qu'on a écrite. Et puis certaines donc, thématiques qui reviennent comme l'urbanisme, la pêche, etc. Ceci donc est mis en musique et les comptes rendus de réunion font un peu ce qu'on appelle la politique pénale du parquet en matière de calanque. Et puis, juste pour finir, donc, un exemple justement d'opération judiciaire, ce qu'on appelle l'opération Braco. Ce sont donc des pêcheurs sous-marins entre 2013 et 2017. Donc, il y a eu une enquête judiciaire avec des écoutes téléphoniques, des surveillances de police. Et donc, à peu près 4,5 tonnes de poissons ou de produits de la mer qui ont donc été pêchés sur plusieurs années, surtout dans des zones de non-prélèvement. Hein. On va vraiment, nous, le focus beaucoup sur les zones de non-prélèvement en termes de pêche. Donc, il y a eu des poursuites judiciaires. On a différencié les 8 restaurateurs dealers, entre guillemets, et des 4 pêcheurs qui ont vraiment pêché en zone de non-prélèvement. Et puis, il y a eu donc un jugement qui est donc en juillet 2018. La plupart donc, des pêcheurs ont eu 15 à 18 mois de prison avec sursis, ceci probatoire sur 3 ans, avec des obligations extrêmement fortes. Et notamment, il y a eu la saisie de tous les matériels de pêche, de bateaux, de camions et des comptes liés à la vente du poisson au restaurant. Et puis, il y a eu une demande de compensation, ce qu'on appelle dommages et intérêts, fait donc par le parc à hauteur de 450 000 €. Je parle uniquement de dommages et intérêts, je parle pas aussi, enfin, du préjudice écologique, pardon, du préjudice écologique. Donc, en termes de dommages, et puis, donc, ça a été jugé, donc, voilà, c'était la date, c'est 2020, et hauteur de 315 000 €, et puis il y a eu appel. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ça, c'était un exemple d'une affaire un peu emblématique de braconniers. Les priorités pénales, c'est évidemment la lutte contre les braconniers. Et juste une petite parenthèse, sur un territoire comme ça, poursuivre les braconniers, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps d'enquête, d'observation. Et on peut faire une analogie avec le trafic de stupéfiants. Pour avoir une condamnation significative pour un vendeur de drogue, il faut mettre des systèmes de surveillance et voir des transactions, des transactions, des transactions. C'est pareil pour les braconniers en mer. Il faut les voir jour après jour venir. Et à force où on a un nombre suffisamment important de procès-verbaux, ben, il y a une affaire qui a du sens. C'est pas juste… voilà. Après, on a des réponses pénales beaucoup plus douces, hein, des alternatives, des amendes, des stages, parce que, ben, évidemment, le but, c'est pas non plus sanctionner, c'est prévenir. Et des stages très éducatifs sur la biodiversité,
auxquels on a peut-être au début du stage une petite résistance, mais après une adhésion. Voilà. Donc la palette de réponses pénales est assez large et on arrive à avoir des réponses pénales assez rapides en alternative. Au bout de 2-3 mois, il y a eu l'amende ou le stage qui a été prononcé à l'encontre du mis en cause, du prévenu. Merci beaucoup Michel Sastre, François-Xavier Temple pour cette présentation. Ne vous asseyez pas, on va vous inviter ainsi que Monsieur Robert Gély, et puis donc que Valerio Bagattini et que Matteo Di Micheli à venir vous asseoir. On va partager avec vous, et puis avec vous aussi, et puis avec tous les collègues qui sont en ligne également. On va revenir sur votre présentation. Le but, c'est de s'appuyer sur votre présentation. On a préparé 3 questions dont on pense qu'elles vont nous permettre, revenant et prenant appui sur votre présentation, d'apporter peut-être un certain nombre d'éléments pour enrichir et préciser les recommandations de la feuille de route qu'on montrait tout à l'heure. Donc, on va peut-être les partager avec vous et avec tout le monde à l'écran. C'était à la fin donc, de la première présentation. La première question qui se pose, il nous semble, c'est celle de la réplicabilité. On retient de l'expérience que vous avez partagée avec nous et de ce que fait donc dans cette coordination opérationnelle le parquet de Marseille avec le parc national des Calanques, que vous avez à la fois une compétence en tant que procureur dans ce parquet de poursuite, mais une compétence aussi de pilotage, de coordination des services de contrôle qui sont sur le terrain. Donc, la question ici, c'est est-ce que cet exemple qui a été présenté et par principe vous semble réplicable dans d'autres contextes, dans d'autres juridictions, ou tenant compte donc dans ces juridictions, notamment de la compétence que peuvent avoir ou pas les procureurs. Donc peut-être que je peux d'abord me retourner vers l'un d'entre vous, Monsieur Robert Gély, ou les collègues italiens, pour donner votre avis sur la réplicabilité. Est-ce que dans vos juridictions, ce serait faisable? On va faire peut-être prendre un autre micro. Yes, thank you. It's a pleasure to be here. I'm a public prosecutor in Oristano in the island of Sardinia. And in our district, we have a marine protected area. That's the second biggest in Italy, the area of the Sinis Peninsula. So we are working also with these environmental issues. And I watched to the presentation of our French colleague, and I think it has given us also some good suggestion point. And about the possibility of replication of this model in our jurisdiction, it's of course very interesting, but unfortunately, I have also to highlight some differences in our systems, because in particular in Italy, and moreover in smaller jurisdiction district, while like ours, we have different powers and different limits about surveillance and the control measures that the public prosecutor can carry on in its own jurisdiction. Because in Italy, primarily the control measures falls under the control of police forces and not directly on the prosecutor office. And we know that we have a lot of police forces, even in Italy, like coastal guards, forestry guards, regional and state forest guards, and also police, carabinieri, and so on. So it's a very complicated system of enforcement. So just to make sure that everybody who is not because I know that here there are also scientists and biologists, and so people that maybe not, sometimes it's not that clear how the justice system works. So just to make sure that the prosecution process usually starts when when a notice of a criminal activity, of a criminal violation comes to our office. And this information, this notice, can come
from different ways. First of all, from an informative report of the police, or secondarily, can come also from a complaint by a private citizen or by an association, like can be the case of environmental associations, which cares about specific problems or environmental issues. So when this comes to our office, so we can start our investigation, giving further instructions to the police corps and delegating or authorizing some specific investigation acts to the police or to the coastal guards in order to proceed to collect the evidence we need for the process, or maybe to seize the means by which the crime is committed, like the boat for the fishing and so on. And just at the end of this investigation proceeding, we decide if bringing the suspect to the court under a process at the end of which it can be condemned, of course. So this model we had is very interesting, but we have also to face some differences in any system. And about the criminal sanction, I have to say that yes, even in Italy, we try to enforce, to empower the sanctions that are pedagogical, in particular in this kind of misdemeanors, so not very important crimes. We have both sanction about deprivation of liberty, so prison, but also economical fines and let's say means of proofs when the suspect is when the in this case the sentenced person can be put under a kind of a proof proceeding in order to explain his and become a better also to become, yes, a better person in environmental issues in this case. So okay. Hello, thank you. I'm Matteo De Micheli. Thank you for the invitation. I am a prosecutor in Torre Annunziata, Naples, but I worked in Milazzo, Sicily, and Olia Island for 5 years. And for the question, I have to make an introduction. The MPA are different from each other. And for this reason, MPA areas need different approach. It depends. If in the MPA there is a strong criminal situation, organization, or a quieter situation, or not many violation of law. In the case of a strong criminal situation in MPA area, the prosecutor have to use the same system and strategy that we use in general for all criminal situation, strong or organization. This implies, for my opinion, two kind of coordination. The coordination between the head of prosecutor and the police force, and the second coordination between the different police force that exist in Italy. My colleagues said before, polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, coast guard, and so prosecutor and police force by means of coordination can use the previous knowledge and create a general strategy to fight the criminal organization. This general system that consider overall situation is very important, consider overall and not isolated the situation, the single situation to fight the criminal. It's very important, for my opinion, for two reasons. The first reason, the big criminal situation must be fight, not looking at the single violation of law. The second reason is the most important, I think. Police and prosecutor, while fight against the criminal situation, have to avoid discrimination. For example, when I hit a fisherman or that infringe the law and seize and block a boat or confiscation the boat, this is a general behavior, because if one day I can block the boat, and the day after you have a softer behavior, this is a discrimination, and the citizen don't understand the justice. This is very, very important for me. Thank you. Thank you for
for telling us about how it works in your jurisdictions and for recalling also some of the principles, like the principles of equity that you just mentioned, which we believe is, of course, very important. I think one of the question is always indeed that either the lack of response or a response that is unequal can conduct to delegitimation also of the MPA. And Mr. Robert Jalli. Oui. D'abord, merci de m'avoir convié à votre forum. Pour vous préciser que j'ai un petit peu une double casquette, puisque je suis actuellement secrétaire d'État de la justice à la Principauté de Monaco. Monaco qui, au demeurant, sur les questions environnementales, est fortement engagé, et à titre d'exemple, plus particulièrement sur la Méditerranée, avec l'accord Ramoge qui a été conclu en 1976 avec l'Italie, la France et Monaco, et la zone Pélagos aussi. Ce sont donc deux territoires extrêmement importants, et Monaco est extrêmement attentif aussi à la protection de la Méditerranée au sens large, et le fait que vous soyez ici à Monaco en est aussi une illustration, et je crois que ce matin, le forum a été ouvert par les plus hautes autorités, et notamment par son Altesse Sérénissime le Prince Albert. D'autre part aussi, mon autre étiquette, j'allais dire, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, c'était celle d'il y a 2 ans, lorsque j'étais procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et où j'avais effectivement, en ma qualité de procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'étend lorsqu'il s'agit de criminalité organisée sur tout le littoral méditerranéen, de Perpignan à Nice, j'avais notamment mis comme sujet de priorité la protection de la Méditerranée. Protection de la Méditerranée à plusieurs égards, à la fois parce que c'est une zone de trafic considérable, la Méditerranée est un jeu, un terrain de jeu de la délinquance et de la criminalité organisée, et puis d'autre part aussi parce que c'est une mer qui est en danger mortel, hein, avec toutes les problématiques de pollution, et puis également aussi de trafic lié aussi à la protection, ou plutôt à la destruction de la nature, puisque y compris la criminalité organisée participe aussi de cette destruction de la nature. Et donc, j'avais imaginé que au-delà de la compétence française, il était important, et je crois que c'est un des moments, un des axes sur lesquels il faut beaucoup travailler, qu'il était important qu'il y ait un réseau qui se constitue des procureurs généraux de la Méditerranée. Et donc, j'avais initié cette action qui avait débouché d'ailleurs sur une réunion à Toulon, où certains d'entre vous étaient, où tout le monde était rassemblé, tous les acteurs de la protection de la Méditerranée et des procureurs généraux bordant la Méditerranée des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée, y compris de celles qui sont les plus lointaines de notre espace aujourd'hui ici, de façon à ce qu'on mette en place un réseau, qu'on essaie de mettre en place un réseau des procureurs. Pourquoi cela ? Parce que c'est ça qui était le plus important. Pourquoi cela ? Parce que il est évident, et je crois que tout le monde en est convaincu, même si les systèmes judiciaires sont différents suivant les pays, qu'à un moment ou à un autre, l'action de la justice est déterminante si on veut être efficace. Il ne suffit pas évidemment de prévenir, il ne suffit pas de réglementer, il ne suffit pas de détecter, encore faut-il qu'à un moment ou à un autre, il y ait une réponse. Et cette réponse, elle est effectivement complexifiée par diverses choses. La première des choses, c'est que nous sommes dans un domaine qui est quand même assez complexe en termes de réglementation. Il y en a quand même une foultitude, et il y a différents niveaux. Ça a été illustré à travers déjà, ne serait-ce que le parc national, où on voit qu'il y a le code de l'environnement, puis après il y a toute une série d'autres réglementations qui sont effectivement complexes. La deuxième chose, c'est que nous avons un nombre important de services qui sont chargés de surveiller
de s'assurer que la réglementation est respectée, éventuellement aussi de mettre en place des mesures de constatation, des constatations des infractions, etc. Et que donc tout ça complexifie aussi les choses. La troisième source de complexification, c'est qu'il y a, et c'était un des axes qui pour moi était prioritaire, sur la mer et notamment la Méditerranée, très rapidement, la possibilité de s'en échapper pour être sur le territoire d'un autre pays. Et cette nécessité de coopération internationale, qui n'est pas habituelle en matière d'environnement, doit être effectivement renforcée parce qu'on sait très bien qu'une infraction qui est commise au large de Marseille peut très rapidement se propulser de l'autre côté de la Méditerranée, dans des territoires d'Afrique du Nord, voire Italie ou Espagne. Et qu'il était extrêmement important de créer justement ce réseau et essayer d'avancer là-dessus. Donc, pour moi, c'est un axe vraiment prioritaire de mettre en place ce réseau des procureurs généraux de la Méditerranée. Quand je dis procureurs généraux, c'est au sens large, de façon à ce que ces rapports puissent être facilités et de façon à ce que l'efficacité soit plus importante. Sur les pistes à travailler, il y en a quand même plusieurs aussi. C'est la formation aussi. Je crois que c'est important d'assurer la formation des magistrats sur ces questions-là. La deuxième chose, c'est la coordination des différents services avec, soit sous la direction du parquet, soit avec les parquets, suivant les systèmes. Et puis, la troisième piste de travail, c'est la coopération, enfin, l'articulation en interne dans les pays. En France, le système qui a été retenu et qui a été développé maintenant, c'est de créer des compétences concurrentes entre les différentes juridictions suivant la nature et la gravité de l'infraction. C'est-à-dire qu'il y a un parquet qu'on appelle le parquet régional environnemental maintenant qui est créé. Il y a des parquets locaux qui sont là aussi pour traiter les infractions, j'allais dire, de petit niveau, mais c'est important aussi d'assurer cette articulation entre les niveaux de faible intensité et les niveaux de plus grande intensité. Et puis le troisième point qui pour moi était extrêmement important sur la question environnementale, c'était de faire en sorte qu'il y ait des passerelles et des lieux de rencontre entre les parquets et les associations qui s'occupent des questions environnementales. Aujourd'hui, il y a un déficit de communication entre les autorités judiciaires et les associations. Et j'avais initié des réunions, pas seulement sur la question des aires marines protégées ou la question Méditerranée, mais des réunions en ma qualité de procureur général où j'invitais l'ensemble des associations qui avaient pour mission de lutter pour la préservation de l'environnement au sens large, la protection des espèces, enfin tout aussi bien terrestre que maritime, de façon à ce qu'il y ait ce partage qui se fasse et qui contribue aussi à la sensibilisation et la formation des professionnels de la justice. Donc je crois qu'il y a différentes pistes sur lesquelles je crois que c'est important que vous aussi, vous puissiez les mettre en exergue et en avant pour essayer que nous puissions avancer le plus possible dans ces sens-là. Merci beaucoup Robert Gély pour nous donner ces pistes dont on a pris bonne note. Et puis pour souligner le rôle des réseaux, en tant que réseau de gestionnaires d'aires marines protégées, vous prêchez bien sûr des convaincus. On croit fortement et fermement dans la vocation et la capacité qu'ont les réseaux à permettre d'aller sensibiliser sur des thématiques qui ne sont pas toujours partagées, à former, à construire de la capacité. Et l'existence de réseaux méditerranéens de procureurs, de réseaux à des échelles nationales, il y a un réseau européen des procureurs dans l'environnement aussi, c'est vraiment peut-être un instrument, je pense, sur lequel on peut essayer de se fixer un petit peu dans la réflexion qu'on va partager avec vous. Sur la seconde question, on est obligé de gérer le temps, mais on va vous passer la parole maintenant dans la salle sur la seconde question qui est très proche de celle-là.
et qui finalement fait lien avec ce que vous commenciez à faire, c'est d'essayer d'identifier des pistes. Si on avait à penser aux éléments, aux composantes un peu tangibles, clés en termes d'action, de partenariat, qu'il faut prendre en compte pour qu'une stratégie de mise en œuvre des réglementations, qu'une stratégie pénale soit réussie, qu'elle soit efficace, quels sont-ils? Et finalement, en se posant cette question, on se pose en creux la question de qu'est-ce qui manque dans vos contextes à vous? Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne bien? Pour qu'effectivement, il y ait une coordination possible entre le système judiciaire, les gestionnaires d'AMP. Qui d'entre vous, peut-être d'abord dans la salle, je vois. Et puis Jean-Michel Coulioli peut faire en plus la synthèse entre l'Italie et la France dans sa position de gestionnaire de la réserve des Bouches de Bonifacio. Bon, tu m'as présenté, c'est bon, c'est fait. Voilà. Non, moi j'ai deux idées qui rejoignent vos questions. Bon, premièrement, vous remercier. Et je vous remercierai pas suffisamment pour tout le travail qu'on a fait et depuis Toulon aussi. Je crois que c'était important. Je vous avais raconté à Toulon ce qui nous arrivait depuis quelques mois avec à Bonifacio, on est en zone frontalière, une équipe de braconniers qui venait travailler vraiment sur la réserve, des gens dangereux, des trafiquants de drogue, déjà condamnés en Italie pour trafic de drogue, viol et autres. Et on était face à une situation où on avait organisé la lutte anti-braconnage et nous-mêmes, au sein même de l'équipe, on avait travaillé vraiment sur ce travail. On a abouti, donc on était ensemble en juillet 2019, en juillet 2020, une opération que l'on a menée sur la zone des Moines s'est soldée par le braquage de nos gardes. Et donc par cette affaire très grave qui est vraiment un très bon exemple. Alors, on est plutôt des scientifiques, mais on travaille toujours sur les bons exemples et vous travaillez toujours sur la jurisprudence. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça va faire vraiment école. Pourquoi ? Parce que quelque part, grâce à ce travail qu'on a fait de coordination, une information judiciaire a été ouverte et un mandat d'arrêt européen a été conduit. Et donc, les braconniers italiens ont été extradés de Sardaigne jusqu'à Rome, de Rome jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Ajaccio pour être présentés au procureur de la République et être mis en examen. Voilà, donc, on attend maintenant le procès, mais forcément, je voulais montrer quand même cet exemple qui… On en a tous parlé et je voulais encore une fois vous remercier parce que je pense qu'on va aboutir à une coordination entre les justices françaises et italiennes dans ce cas-là. Je crois que quelque part, c'est très important qu'on puisse, deux autres idées, ne pas oublier qu'il y a la coordination sur ce qui se passe dans une AMP, mais ce qui peut venir et les pollutions qui peuvent venir de l'extérieur vers l'AMP, jusqu'au crime d'écocide. Je crois qu'à un moment donné, une pollution comme celle que l'on a vécue au mois de juin dernier, avec un dégazage majeur, qui est quand même une pollution majeure. Bon, et forcément, il y a une coordination peut-être à cette échelle-là qui est aussi importante, et là, qui lie la rive sud et la rive nord aussi, parce que forcément, ces grandes pollutions qui sont à considérer comme des écocides peuvent vraiment impacter fortement d'autres pays. Et puis, je crois qu'il y a l'opérationnalité de ce qui a été montré à Marseille et de ce qu'on a montré. Il faut vraiment que les forces de police travaillent ensemble. En zone frontalière, il faut qu'on arrive maintenant à avoir vraiment du renseignement qui se fasse d'une frontière à l'autre et un travail sur l'environnement qui soit beaucoup plus coordonné. Et là, je crois que pour en avoir discuté encore avec la préfecture maritime dernièrement, il y a vraiment un travail que l'on doit lancer. Je pense que l'exemple qui a été lancé à Toulon, d'abord un réseau de procureurs, maintenant il faut aussi un réseau de forces de police et d'agents commissionnés des deux côtés, pour nous dans les Bouches, mais ailleurs, qui aillent plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette approche-là. Mais je pense que ça se met en place grâce justement à ces actions de réseau, grâce à ces opérations que l'on a pu mener, mais vraiment réfléchir à cette coordination aussi pour des crimes plus graves. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce témoignage. Alors je tiens la promesse que j'avais donnée au début, on va quand même vérifier si on a des questions ou des demandes d'intervention en ligne, auquel cas… Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Chardin, je suis le directeur adjoint du Parc national des Calanques et je suis également directeur référent en termes de police de l'environnement pour le collectif des parcs nationaux français. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous reparler du Parc national des Calanques parce que M. Strastre et M. Temple en ont parlé bien mieux encore que je n'aurais pu le faire, ce qui montre bien, s'il en était, l'étroitesse des liens qui nous lient avec le parquet, qui
qui s'est parfaitement approprié les enjeux de notre territoire. Ce que je souhaitais exprimer, c'est à la fois un témoignage sur l'intérêt du côté du gestionnaire d'aires marines protégées de la nature de la coopération qui a pu être mise en place sur Marseille, d'une part, et d'autre part, quelques éléments de réponse aux deux questions que vous avez posées. La question de l'atelier de cet après-midi, à mon sens, en tant que gestionnaire d'aires marines protégées, elle est vraiment au cœur de la problématique qui a été exprimée ce matin dans la séance d'ouverture, à savoir comment on passe d'aires marines protégées qui sont proclamées, déclarées sur le papier, à des aires marines protégées qui sont réellement efficaces. On le sait, une aire marine protégée, ça a plusieurs fonctions. C'est une fonction de connaissance, c'est une fonction de gestion, mais ça doit avoir aussi une fonction de réglementation pour pouvoir être efficace, notamment sur la gestion des activités et la prévention de leur impact. Qui dit capacité à réglementer, c'est intéressant, mais il vaut mieux aussi avoir la capacité de contrôler derrière. Donc, en fonction des pays, en fonction des statuts d'aires marines protégées, on a ou pas cette capacité autonome d'intervenir en contrôle. Si on ne l'a pas directement, on doit pouvoir avoir la capacité de la mobiliser à l'extérieur. Mais au-delà de ça, derrière, une fois qu'on a contrôlé, il faut qu'il y ait aussi une sanction, le cas échéant, lorsqu'il y a infraction, et qu'il y ait une réelle réponse pénale aux infractions qui puissent être constatées. Et ça, c'est de toute façon pas le rôle de l'aire marine protégée, c'est pas le rôle des services de contrôle, c'est bien le rôle de l'autorité judiciaire. Donc nous avons eu la chance, dès la création de l'aire marine protégée, de pouvoir bénéficier d'une attention particulière, assez exceptionnelle et qui aujourd'hui encore est un précédent des autorités de l'État de façon générale et de l'autorité judiciaire en particulier, en prenant sans doute en compte le fait que dans une aire marine protégée insérée dans la deuxième métropole française, dans un grand espace urbain comme l'a présenté M. Temple tout à l'heure, un encadrement des mesures de contrôle sans une réponse pénale à la hauteur des enjeux aurait remis en cause dès le départ l'efficacité et les objectifs de cette aire marine protégée. Donc l'intérêt du dispositif pour le gestionnaire d'aire marine protégée, du dispositif qui a été présenté tout à l'heure par M. Temple, il est pour nous triple. Le premier de ces intérêts, c'est la définition d'une politique pénale dédiée. Alors ça, c'est d'un confort formidable pour un gestionnaire d'aire marine protégée. Donc la politique pénale, bien entendu, c'est le parquet qui la définit, mais le parquet accepte qu'on puisse être force de conseil, de proposition dans la définition de cette politique pénale. Et ce qui nous permet, donc avec notre langage de gestionnaire d'aire marine protégée, de pouvoir exprimer la nature des enjeux, où sont les vrais sujets, où sont les vrais impacts potentiels sur l'environnement et où il nous paraît, nous, intéressant de pouvoir focaliser à la fois du contrôle et de la réponse pénale. Après, il y a une discussion, bien entendu, qui s'engage avec le parquet et la décision appartient au parquet derrière, mais en tout cas, la voix du gestionnaire d'aire marine protégée peut être entendue dans la définition de cette politique pénale. Le deuxième élément qui est particulièrement important, c'est la coordination des services. Alors effectivement, elle vient en complément de la coordination des services de contrôle qui est assurée en France aussi sous l'autorité préfectorale, que ce soit du préfet maritime d'un côté, du préfet terrestre de l'autre, mais d'avoir en plus des priorités d'action qui sont en continuité de la politique pénale. Ça permet des éléments comme l'exemple qui a été donné par M. Temple tout à l'heure, cette grosse procédure de braconnage sur laquelle il a été possible d'agir dans le parc national des Calanques. Ça n'est pas une procédure qui a été initiée par le parc national des Calanques. C'est une procédure qui a été initiée par les services de police, par les services de gendarmerie et qui a bénéficié, grâce à cette dynamique, de moyens d'enquête qui étaient sans précédent pour une procédure de ce type. Souvent sur des sujets de braconnage, on intervient en flagrant délit sur le fait, on arrive à prendre la personne avec les espèces qu'elle a sous le coude à ce moment-là. Dans le cadre de la procédure qui a été déclenchée, il y a eu des mois d'enquête, il y a eu des écoutes, il y a eu de la vidéosurveillance qui a été faite. Donc, le parquet a accepté de déployer des moyens d'enquête qui sont sans commune mesure avec ce qui se fait d'habitude sur ce type de sujet. Et ça, c'est cette dynamique du GOC qui le permet et qui permet du coup de caractériser pénalement toute une filière de braconnage avec les revendeurs, avec les poissonniers, restaurateurs qui sont derrière, et pas seulement avec le pêcheur qui a été à la commission de l'infraction.
Et enfin, le dernier point sur lequel le rôle de ce groupe opérationnel Calanque est déterminant, c'est le retour sur les suites pénales. Alors ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, ni par M. Sample, ni par M. Sastre, mais pour les services de contrôle, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce qu'on sait à quoi sert le travail qui est déployé en matière de contrôle. Parce que derrière, on a l'information quasi systématiquement ou même systématiquement sur ce que sont devenues les procédures qui ont été faites par tel ou tel service. Est-ce qu'elles ont été suivies par le juge? Est-ce qu'en termes de hauteur de condamnation ou pas? Et si elles n'ont pas été suivies, pourquoi elles n'ont pas été suivies? Donc ça, pour la motivation des services intervenants sur le territoire, c'est très important. Alors en termes de réplicabilité, et puis de renforcement de ces partenariats. Pour moi, il y a deux éléments qui sont essentiels en la matière. Le premier élément, bon, ça paraît une évidence, mais c'est le lien étroit et régulier entre le gestionnaire d'aires marines protégées et l'autorité judiciaire. Donc, ça veut dire deux choses. La capacité au gestionnaire d'aires marines protégées d'aller expliquer à l'autorité judiciaire les enjeux qu'il y a sur le territoire. Et ça nécessite, de la part du parquet, de prendre un peu de temps pour intégrer ces explications. Ça peut se traduire aussi de manière plus formelle. Donc, nous, on a la chance d'avoir cette dynamique du groupe opérationnel Calanque, mais pour suivre d'autres aires protégées, d'ailleurs plutôt terrestres, sur ce type de sujet, il y a aussi des outils comme les protocoles avec le parquet qui permettent de stabiliser une relation et de formaliser une relation dans la durée, qui prend des formes un peu différentes que celles qu'on connaît à Marseille, mais c'est donc un processus qui peut exister ailleurs. Donc, prendre le temps d'avoir ce dialogue régulier avec l'autorité judiciaire. Le deuxième élément, et ça c'est une responsabilité qui incombe plutôt du côté de l'aire marine protégée, c'est d'être capable de parler à un moment ou à un autre le même langage que l'autorité judiciaire. On est au départ issu de deux mondes très différents, celui des gestionnaires d'aires marines protégées d'un côté, celui de l'autorité judiciaire de l'autre. Nous, on arrive avec des préoccupations en matière d'enjeux écologiques, d'enjeux environnementaux. Le parquet arrive avec des préoccupations qui sont celles de la qualification infractionnelle, de la politique pénale. Et il faut se donner la capacité, à un moment ou à un autre, de parler le même langage. Alors, soit on arrive à internaliser cette capacité. Donc ça, c'est pour les aires marines protégées qui ont la chance d'avoir leurs propres agents de contrôle, de prendre le temps et de monter en professionnalisme pour être capable d'assumer les prérogatives dont on peut disposer. Et ça peut passer aussi par un tiers, quand on n'a pas cette capacité-là directement, c'est-à-dire d'être capable soi-même d'aller expliquer à un service de contrôle dont on ne dispose pas de nos enjeux pour qu'il puisse faire quelque part la traduction entre l'expression de l'enjeu écologique et sa qualification pénale. En France, on a la chance d'avoir un acteur qui est particulièrement intéressant sur le sujet, qui est l'Office français de la biodiversité, donc qui dispose d'inspecteurs de l'environnement, donc d'agents spécialisés en matière de police de l'environnement, qui peuvent potentiellement être un peu ce tiers, puisqu'il y a des services départementaux qui existent de l'Office français de la biodiversité, entre le gestionnaire de l'aire marine protégée, s'il ne sait pas parler le langage judiciaire, on va dire, et l'autorité judiciaire, et de pouvoir commencer à discuter sur le langage qui est celui de la justice. Voilà pour le témoignage que je souhaitais apporter. Merci beaucoup, Nicolas. Et on retient là aussi, 10 minutes, on retient là aussi effectivement les éléments que vous avez identifiés pour répondre à ces questions, avec ce besoin notamment de renforcer les capacités, certainement du côté des parquets, mais du côté des AMP. Une coopération, c'est apprendre à parler le langage de l'autre aussi. Il y a peut-être sur la question de la disponibilité, que vous n'avez pas mentionné, mais les parcs nationaux français se dotent assez systématiquement d'un référent parquet maintenant, c'est-à-dire d'une personne qui, dans l'équipe, est un peu le trait d'union entre des directeurs pour lesquels il y a un turnover aussi pour avoir un suivi et qui ont comme finalement du côté des parquets comme homologue le rôle que tient François-Xavier Temple ici, qui est un assistant spécialisé qui voit des procureurs passer et qui leur passe. Voilà. Mais je pense que c'est très important parce que finalement on parle de l'humain là, on parle de l'engagement. Vous avez dit tout à l'heure aussi quelque chose sur, peut-être pour vous repasser la parole, Michel, qui était important sur cette question de finalement, là on est dans un contexte, celui des Calanques, où maintenant depuis la création du parc, il y a cette relation qui est installée, qui est institutionnalisée,
c'est presque réglé. On n'imagine pas qu'avec l'arrivée d'un nouveau procureur, ça va s'éteindre. Mais pour un gestionnaire qui part un peu de zéro, comment faire? On a souvent vu ces recommandations. Alors, inviter le procureur sur le terrain de l'AMP, lui montrer le fond marin, le sensibiliser aux enjeux environnementaux. Finalement, on est sur de l'humain. Et vous disiez tout à l'heure, moi, j'ai besoin pour m'engager de preuves à caractère scientifique ou aller sur le terrain économique pour sensibiliser aussi aux besoins de mon engagement, au-delà de votre engagement personnel. Et là, c'est une question, donc je me retourne à nouveau du côté des procureurs. Qu'est-ce qui est susceptible, vous, en tant que procureur, de vous engager à y aller, à vous engager sur l'AMP? Quelles sont les clés de l'engagement? Je ne sais pas qui d'entre vous veut apporter un témoignage. Ah. Là, ça marche? N'hésitez pas. Oui, donc, je répète, donc, on sent on répond à une demande de la société lorsqu'on poursuit ce type d'atteinte à l'environnement. Donc, c'est une vraie demande, une vraie attente de la société que l'on ressent, nous, par les réactions de la défense, même de la défense, hein, des avocats, des parties civiles a fortiori, et du juge. Et on est là pour convaincre un juge. Et on sent qu'il est assez perméable à ces sujets. Alors, peut-être les réponses pénales ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Parfois, on a le sentiment que le bilan coût-avantage pour le condamné reste encore positif. Enfin, c'est tout un débat sur le montant des amendes, mais ça les sociétés évoluera. Voilà, donc, moi, je répondrai de cette manière. You want that I repeat the question? Or maybe go to the last one because the time is short. Et ça fait les trois questions qu'on a souhaité poser. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai dû éteindre. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai éteint la vidéo proche. Il nous reste, je pense, une petite dizaine de minutes. Les trois questions étaient liées. Cette question, finalement, la dernière, quelles sont les actions clés dont on a besoin pour améliorer l'engagement et la capacité des procureurs et des autorités de contrôle et des gestionnaires d'AMP qui finalement ont besoin d'apprendre à parler ce langage et à maîtriser aussi ces concepts. Donc, finalement, cette question, pour la résumer, puisqu'on va devoir boucler cette session, avec les éléments qui ont été identifiés dans la discussion, je reviens à la question de tout à l'heure. Si demain, on souhaite travailler de réseau à réseau, par exemple, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre collaboration, au cœur de notre collaboration? Est-ce que c'est de la formation, par exemple? Est-ce que c'est des rencontres? Quelles sont les actions qui sont clés à mettre au centre d'une coopération qui nous permettrait, par exemple, de réseau à réseau, ou peut-être plus localement, hein, pour conseiller aussi localement sur leur territoire les gestionnaires et dans un rapprochement avec leur parquet? Il y a d'abord, si on se place de votre côté, ce que vous demandez à l'autorité judiciaire, je pense que ce qui est important, c'est déjà de pouvoir avoir un correspondant fixe dans les parquets, qu'on ait un référent qui soit identifié et identifiable pour évoquer pas simplement des questions générales, mais également aussi aborder des sujets précis de politique pénale et des difficultés que vous pouvez avoir, etc. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est effectivement de proposer des formations, de participer à des formations. On a en tout cas en France, une école nationale de la magistrature qui fait beaucoup de formations continues pour les magistrats. Je crois que là aussi, les gestionnaires, à travers, je ne sais pas quelle remontée au niveau ministériel, je ne sais pas quoi, enfin bon, peuvent aussi se positionner comme étant des interlocuteurs dans le cadre de la formation des magistrats. Et puis, également aussi, ce qui me paraît important, c'est que vous puissiez aussi proposer
des visions concrètes de ce que sont les aires marines protégées, en invitant les responsables des parquets à venir aussi, parce qu'il se passe des choses. Ce n'est pas pareil d'être dans son bureau tout seul et puis de recevoir une personne fort sympathique, mais aller sur le terrain et voir comment concrètement ça se présente, je pense que ça, c'est un point positif. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas gigantesques, mais qui permettent de créer du lien et donc après de pouvoir aller au-delà. Merci. Je crois que Matteo voulait prendre la parole. Yes. Oui, yeah. No problem. 2 point, okay. It's a 2 point for me is very important. I see the formation, the education, the training, the magistrate, and for me, the police is very important to improve this connection. And I've served in Italy that the professional, from my experience, professional experience, that we have a lot of police body. I said the police, Guardia di Finanza, etc., and Carabinieri. In every body, every police force have a specialized department. But there is a strong, a big problem because this specialized policy is haven't a few resource, human resource, and this is the problem because the majority of crime, of environment crime, discover the local policy, and this kind of policy haven't the professional ability in environment. And this is a very, very big problem, because when arrived the notice, the complaints of the police is for a prosecutor is very difficult to understand the first things, and after to decide to how move to find the proof, the evidence. And this is the first problem. The second problem. So the capacity, you mean to undertake procedures? One moment. Ah. There isn't the traduction. Ah, okay. Era in inglese? No, yes. Sorry. So you mean the ability to undertake the right procedures for police bodies that are may not know what to do. Che cosa dobbiamo fare in pratica? Yes, and the first things I think there must a connection. I speak a lot with the police. I am a communication not only formal but informal communication. This is very important because if you speak with the police not every day but every week in order a single specific investigation is different, because when you finalize your investigation, you know almost all of the evidence, and for me, for the prosecutor, is more is simpler to write a decree to seize the boat or to arrest the people. And this is the first things. But another problem for me is the complaints, because the citizen or the association as well, WWF often give me the complaints, and this complaint is not clear. Okay. And this is the very problem, because if I start with a complaint not clear, is for me, is for the prosecutor, it's very difficult to start. And it's very simple to write a complaint, because you have 3 points is the best point is. So you mean, so boss, like a need to probably train police bodies on procedures, but also to find ways to disseminate from the MPA within the community. Yes. What are the right procedures to follow as a citizen if you want to report, so that there are chances that the case will be taken. That's okay. And that's a good. Just I'll add something about formation also of public prosecutor, because there is a problem of formation of police officers, because we know we have a system that is composed by criminal sanctions, but also administrative sanctions. And we care, first of all, about criminal sanctions, but then the police care about administrative sanctions. And administrative sanctions are for maybe less grave
delicts, crimes, but they are very fast and simple to give. So they have also some good points. So we must train also police officers in going to administrative sanction. And instead about formation of public prosecutors, we have to say that we have sometimes a problem in environmental aspects, because we go through 17 matters of the university, juridical matters, when we go when we take the state exam to become a magistrate, so a judge or a prosecutor, we take 17 matters, but we don't have environmental law in those. And even in the university, we have environmental law courses, but they are not mandatory. So usually you can choose to take it or maybe not take it. So among prosecutors, we have a problem about environmental law. And then we know also that environmental law is very difficult. It's very technical. We have different books. One is about air pollution, one is about land pollution, one is about fishing. So it's very difficult to go through all this matter alone. And even because, unfortunately, in Italy, our MPAs are usually located in very peripheral districts. So it's not the same as in Marseille, where they have a big office here and they can go through all these methods, but sometimes we have very, very small offices that care about this. So it's much more difficult to find educational measures for ourselves and for our police officers as well. So I think that maybe even at a European level, for example, we have a European Judicial Training Network, AJTN, that cares about formation of magistrates. And there could be some implementation about environmental courses, about environmental exchanges, through also the intervention of a big association like the WWF or about European institution, in order to give the technical juridical aspects that are useful for our work. Thank you for giving us these hints. And I think it's indeed very good that we also identify which are the instruments and the channels we can use. Both can be pushing for better recognition of environmental issues in academic courses, but can be also like ad hoc professional training that can be also maybe held by taken through networks like the one you mentioned, where the topic of MPA could be also maybe promoted. Thank you. François-Xavier, et je pense qu'on va prendre ton intervention ou celle de Michel Sastre, peut-être une de la salle, mais on est déjà au-delà du temps. Je serai extrêmement court, juste pour conclure, on apporte un témoignage assez spécifique. Hein, le groupe opérationnel Calanque, c'est très spécifique, peut-être même unique en France. Ce que je voudrais dire, ce qui est important à retenir, en fait, c'est le socle, le binôme parquet, procureur et le directeur de la marine protégée. Ce binôme-là, s'il n'est pas associé, ça ne marchera jamais. Donc, c'est pour ça, comme disait M. Chardin, c'est extrêmement important que tout directeur de parc, tout directeur d'aire marine protégée se fasse connaître, invite le procureur, ne serait-ce qu'à une réunion, une visite sur le terrain, pour que le procureur, quel qu'il soit, prenne en face les enjeux de cette aire marine protégée, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première chose importante, c'est donc l'information. Et le deuxième point qu'on parlait tout à l'heure, c'est aussi la formation. Et c'est vrai que peut-être en France, peut-être différemment en Italie, mais on a, comme disait M. Gély, une école nationale de magistrature qui fait de la formation continue, et il y a des semaines où on fait la formation sur l'environnement, le droit de l'environnement. Et dans cette semaine-là, il y a forcément une option qui est l'option aire marine protégée ou parc national ou parc naturel. Et je sais que M. Chardin ou son équipe vient régulièrement aussi à l'ENM porter un témoignage d'une AMP au niveau des procureurs et des magistrats français. C'est important, c'est extrêmement fort. Hein. Et ça serait bien souvent de le renouveler peut-être. Et là, on est dans du réplicable aussi. Voilà. Du coup, pour le coup, certainement à une échelle méditerranéenne. C'est-à-dire que on prendra le temps peut-être d'en reparler avec vous et d'avoir votre retour d'expérience au-delà de cette réunion sur effectivement notre participation dans ces formations de la magistrature en France. Parce que là, on est peut-être aussi sur quelque chose qui peut pour le coup être répliqué et aider à ces liens. Et pour finir, juste un mot, vous savez que le parquet va faire son réquisitoire lors d'une audience, va proposer donc une sanction par rapport à un délit environnemental dans un parc naturel, sauf que le juge qui va être en face ne va pas forcément être en phase avec cette décision-là. Ça s'appelle un jugement.
Et donc, il est important aussi qu'au niveau de la justice, il y ait aussi une formation à la fois donc, des parquetiers et des juges, ce qui est fait. Mais ce qui est important aussi, c'est que localement, les juges autant que les parquetiers doivent avoir peut-être la même sens de la justice sur l'environnement. C'est vrai que les avocats sont extrêmement forts en défense, hein, mais il faut qu'on garde ça en tête. Moi, j'ai l'exemple, et pour finir avec ça, mais dans 30 secondes, je me souviens d'un… Tout ne va pas à l'audience, il y a aussi des sanctions qu'on peut faire autrement, mais lors d'une audience, je me souviens que le procureur avait décidé pour un pêcheur en zone d'enclavement, en zone interdite, en panne interdite, de condamner un pêcheur au poulpe. Hein. Il y a eu relax lors de l'audience, et bien, le parquet a fait appel pour un poulpe, parce qu'on est en zone de prélèvement et parce qu'on est en zone d'interdiction. On ne peut pas passer à côté, ce n'est pas possible. Donc, voyez, donc aujourd'hui, on essaie aussi de former les parquetiers et les juges là-dessus aussi, sur l'environnement. C'est extrêmement important aussi en termes de sanctions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un de la salle veut dire un dernier mot? On va clôturer cette séance. En ligne, pas de réaction. Bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous pour votre participation à cette session. On vous remercie pour vos témoignages. Encore une fois, je le répète, ce que je disais, ce qui là peut nous faire avancer, c'est de vous avoir avec nous dans la salle. Puis on l'espère, quand on va sortir de cette salle, de vous avoir encore avec nous sur les temps qui viennent pour essayer d'avancer ensemble en s'appuyant sur ces idées qui ont été identifiées là et voir ce qu'on peut faire avec les instruments existants pour essayer d'opérer ce rapprochement et d'améliorer cette coopération entre parquets et aires marines protégées en Méditerranée. Donc, merci beaucoup. Merci à tous.